Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous partageant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivi d'un reportage avec M. Jean-Sébastien Roch sur le programme de robiotique du Collège Saint-Hilaire. On se rend également chez Covabar pour rencontrer Sylvain Lapointe, directeur général, pour parler de l'impact d'un printemps hâtif sur la rivière Richelieu. On discute ensuite avec notre chroniqueuse Audrey Schenck des enjeux liés à la place des femmes dans les milieux de la technologie. Finalement, on reçoit Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, qui nous fait découvrir un jeu de société créé entièrement par les étudiants de la ville. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici les actualités retenues par l'équipe de TVR9. La Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire présentera une conférence sur le manoir Rouville-Campbell. Le président de la Société depuis plus de 25 ans, Alain Côté, livrera son exposé Images à l'appui le 27 mars prochain à 19h30 à la salle du Cœur de la Montagne située au sous-sol de la bibliothèque de Belleuil. La conférence sera également offerte en mode hybride. Le coût d'entrée est de 10 $ pour les non-membres, payable en argent comptant sur place. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site affiché au bas de l'écran. Le 6 avril prochain, la Bibliothèque municipale de Chambly distribuera des lunettes solaires aux citoyens afin qu'ils puissent observer l'éclipse solaire qui se produira dans le ciel le lundi 8 avril à 15h30. Rendez-vous au pôle culturel de Chambly le samedi 6 avril à 13h pour obtenir l'une des 280 paires de lunettes solaires gratuites. Vous devez avoir une carte accès valide avec vous lors de la récupération des lunettes. Il n'y a pas de limite d'âge, donc les enfants et les adultes pourront profiter de l'offre et c'est bien sûr premier arrivé, premier servi. À l'occasion du Temps des sucres, l'Association du Bloc québécois de Montarville et le député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, convient la population à la seconde édition de leur Partie de sucre qui aura lieu le dimanche 17 mars prochain à 11h à la cabane à sucre Paul Blanchard à Saint-Marc-sur-Richelieu, située au 751 rang des 30. Chaque billet au coût de 60 $ devra être payé par chèque ou par carte de crédit et donnera droit à un reçu d'impôt fédéral de 20 $. Pour les enfants de 3 à 10 ans, ils bénéficieront d'un tarif préférentiel à 25 $ et dans ce cas-là, un reçu d'impôt de 10 $ sera émis au nom de la personne qui effectuera le paiement. Pour réserver, téléphonez au numéro qui apparaît au bas de l'écran ou encore écrivez à blocquébécoismontarville@gmail.com. La Ville de Chambly souhaite informer la population de la mobilisation depuis le début du mois de mars du chantier entourant la réfection de l'édifice Joseph Ostigui, lequel représente un investissement de 3,7 millions de $. Les travaux s'échelonneront de mai 2024 jusqu'au début 2025 et ils visent le réaménagement intérieur, la mise aux normes des équipements mécaniques et de l'alimentation électrique, de même que la remise en état extérieur du bâtiment afin de lui redonner un aspect semblable à celui qu'il avait au début du dernier siècle. En raison des travaux, la terrasse située à l'arrière de l'édifice sera inaccessible aux citoyens jusqu'à la fin 2024. L'ouverture au public est prévue pour le début 2025. Si vous avez un intérêt pour la politique municipale, TVR9 est présentement à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice bénévole pour son émission Conseil en bref. Si vous êtes intéressé ou vous voulez plus de détails, écrivez-nous à info@tvr9.com. C'était vos actualités TVR9. Jean-Sébastien, vous êtes enseignant du profil de robiotique ici au Collège Saint-Hilaire. C'est quoi la robiotique? Bien, la robiotique, en fait, on va toucher à beaucoup de choses. On va faire, entre autres, des robots sumo comme ça ici, qui vont se battre dans une arène. En fait, le but, c'est de pousser le robot à l'extérieur du cercle. Ouais. On va faire aussi des drones télécommandés. On va beaucoup utiliser le microbit en robiotique. Donc, le microbit, c'est le petit module ici. Il y a plusieurs capteurs à l'intérieur du microbit, entre autres un gyroscope, un accéléromètre, un capteur de champ magnétique. C'est vraiment intéressant. Il y a un petit écran aussi, il y a des boutons. Fait qu'on peut contrôler des microbits avec d'autres microbits. Comme dans la classe, derrière vous, il y a des lumières
qui s'allume automatiquement. Si on appuie sur un bouton, exemple de microbit, on peut allumer les lumières du local. Ça semble assez technique, ça semble assez poussé. À quel niveau ça s'adresse, ces cours-là? C'est pour les secondaires 1, 2 et 3. C'est un profil. Il y a plusieurs autres profils à l'école, mais robotique, c'est un profil de secondaire 1, 2, 3, oui. Donc, c'est les élèves qui choisissent ce profil-là. Donc, généralement, ils ont un intérêt déjà pour l'ingénierie, les technologies. Effectivement. Et donc, comme je le disais, c'est des notions qui sont poussées. Ça, c'est ce que vous leur enseignez. Ils peuvent partir de zéro, dans le fond. Ils pourraient ne rien connaître. Exact. Il y a d'ailleurs des élèves, par exemple, en secondaire 2 ou 3, qui n'ont jamais fait de profil secondaire 1 ou 2. C'est pas obligatoire. Ils ont un petit rattrapage à faire, mais ça s'adresse en fait à tout le monde. Oui. Et donc, vous en avez parlé, des robots sumo. Quel autre type de projet est-ce qu'on peut faire dans On va faire du CAD 3D, exemple, avec Onshape, qui est un logiciel. On va utiliser des imprimantes 3D comme qu'il y a ici. Donc, je leur apprends comment fonctionne une imprimante 3D. Onshape, c'est un logiciel, dans le fond, de 3D paramétrique. Donc, c'est vraiment un logiciel d'ingénierie, là, pratiquement grade cégep universitaire. Bon, on apprend ça ici aux jeunes en secondaire 1, parce qu'ils apprennent très, très vite. Là, puis, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des élèves qui ont gradué de ces profils-là, qui maintenant sont peut-être au cégep dans des concentrations d'ingénierie? Oui, j'ai des anciens élèves qui sont maintenant au cégep, qui sont en voie de faire en sciences, en ingénierie. Là, ils veulent aller travailler dans ce secteur-là. Wow! Et donc, en plus du profil robotique, il y a également un programme parascolaire. Exact. En quoi ça consiste? En fait, c'est une grosse compétition qui est internationale, qui s'appelle la compétition de robotique FIRST. C'est un concept qui a été inventé aux États-Unis, puis qui est à travers le monde. Là. Donc, on est plusieurs équipes. Nous, notre numéro d'équipe, c'est le 7471. Donc, on était la 7441 équipes au monde. Wow. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont quitté. Donc, on a peut-être 3 000 à 4 000 équipes dans le monde. Le championnat, cette année, a lieu au Stade olympique. Puis là, c'est des jeunes de tous les niveaux, là, secondaire 1 à 5, même cégep. Des anciens, là, c'est du 14-18 en fait, mais on prend aussi des premiers cycles. Okay. Donc, secondaire 1 et 2 sont bienvenus aussi pour apprendre, pour être meilleurs encore quand ils sont en secondaire 4 et 5. Mais le cégep aussi peut venir, parce que tant qu'ils n'ont pas 19 ans, même à 19 ans, il y en a qui vont revenir dans l'équipe pour être mentors dans l'équipe. Et où est-ce que ça peut amener les élèves, un type de profil comme ça? Est-ce que c'est pour devenir ingénieur, travailler dans les technologies? Bien, c'est un peu tout ça. En fait, en ingénierie principalement, mais il y a aussi, exemple, on va aborder le web, donc ils peuvent toucher plus tard, travailler dans le web, exemple, ou en informatique. Vous touchez aussi aux jeux vidéo? On fait des jeux vidéo, exact. Oui? C'est le seul endroit ici dans l'école où on peut jouer à des jeux vidéo et en fabriquer. Donc, c'est ça. Wow. Donc, c'est vraiment un profil complet. Les élèves touchent à tout ce qui touche aux technologies. Donc, si jamais il y a des élèves qui sont intéressés par les nouvelles technologies, le web, les jeux vidéo, la robotique et qui veulent pousser ça plus loin, bien, dès le secondaire 1, c'est le profil qu'ils peuvent choisir. Exact. Merci, M. Roch, de nous avoir éclairé sur ce profil qui est assez unique en son genre. Merci beaucoup. Merci. Le printemps semble déjà arriver début mars et on est avec M. Sylvain Lapointe, qui est le directeur général du Covabar, pour discuter de cette nouvelle norme, j'ai l'impression, sur les changements climatiques et la rivière Richelieu qui est déjà dégelée début mars. Effectivement, de mon bureau, j'ai la chance de voir la rivière et j'ai pas vu beaucoup de glace là, au courant de l'hiver là, sur la rivière cette année. Et là, elle est complètement dégelée déjà. Complètement, effectivement. Et quel est l'impact, en fait? L'impact, il y a quand même des éléments positifs, compte tenu que la neige est déjà fondue dans la majorité des champs, même dans nos montagnes. Ça fait en sorte que les risques d'inondation sont quand même beaucoup moindres, d'une certaine façon. Ça va dépendre du rythme de fonte des neiges maintenant des montagnes du Vermont, considérant que la rivière Richelieu est quand même l'exutoire du lac Champlain. Alors donc, cette eau-là déborde chez nous. Mais actuellement, on peut facilement croire là, que les inondations ne feront pas partie de notre printemps de cette année. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même évidemment des impacts plus négatifs auxquels on peut penser, notamment, bon, la neige qui est déjà fondue d'un point de vue nappe phréatique, ça a un impact. Bien oui, parce qu'elle ne veut pas, la neige, quand elle a fondu, si le sol est encore gelé, ça fait en sorte que l'eau percole moins, parce qu'il faut comprendre que les nappes phréatiques, dans le fond, sont alimentées par les eaux de surface qui percolent.
Alors, d'où l'importance aussi, d'une certaine façon, de faire en sorte que nos sols soient le moins pollués possible, puisque, veut pas, ça alimente nos eaux souterraines. Alors, le fait que la nappe phréatique soit éventuellement plus basse, bien, ça a aussi un impact sur l'alimentation de l'eau de la rivière, parce que les eaux souterraines, veut pas, circulent et viennent aussi, dans le fond, rejoindre la rivière. Alors, en ce sens-là, ça fait en sorte que, oui, si on a un printemps un peu trop sec, ça fait en sorte que ça peut être un peu dommageable aussi pour les cultures, considérant que le niveau d'humidité de la terre va être moindre. Oui, tout à fait. Donc, un impact directement sur les végétaux également. Est-ce que le fait là, que déjà il fasse un peu plus chaud, qu'il y ait eu gel, dégel, quel impact ça peut avoir eu? Les redoux ont un impact de façon sur le taux de mortalité. Si on prend, par exemple, un champ de foin, la neige, dans le fond, sert d'isolant, le protège. Donc, au printemps, si ça dégèle trop tôt, etc., et ça regèle, bien, à ce moment-là, ça crée un impact quand même et on dénote un taux de mortalité plus élevé au niveau des végétaux à ce niveau-là. Aussi, avec maintenant les cultures de couverture qu'on appelle, donc les producteurs vont semer à l'automne pour faire en sorte que ces végétaux-là restent dans le champ pour créer, dans le fond, des engrais verts. Alors ça aussi, ça a une incidence sur, parce que quand même, si on regarde le niveau du blé d'automne, bien, si à quelque part il y a trop de gel-dégel, ça fait en sorte que les germes, d'une certaine façon, vont être affectés, puis ça va créer des rendements moindres. Alors, c'est ce qui fait que la neige a quand même tout son impact. Et en ce sens-là, bien, je pense qu'il faut se préparer. Actuellement, ce printemps-ci, j'ai la prétention de croire qu'on est en train de vivre les nouveaux standards de température, parce que je pense qu'au niveau qu'il y a encore des gens peut-être sceptiques sur les changements climatiques. Je pense qu'on a la preuve cette année, mais aussi c'est important de ne pas confondre climat et météo. Parce que, veut pas, on va en avoir encore des exceptions. En mars 71, on avait eu une tempête de neige, je veux dire, assez effarante. Alors, cette année, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de nouvelles chutes de neige, mais il en demeure pas moins que ça a quand même, je pense qu'on est en train de vivre réellement des nouveaux standards des prochaines années en matière de température. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, une nouvelle norme, donc c'est de se préparer en conséquence. Et quel impact ça peut avoir, la fonte des glaces hâtives comme ça, sur les espèces marines? Bien, sur les espèces, là aussi, si le niveau de la rivière actuellement est quand même un niveau normal, on suit quand même régulièrement. Et si l'eau serait trop basse pendant la période de frai, bien, ça fait en sorte que certains poissons, d'une certaine façon, ne retrouvent pas l'habitat, dans le fond, propice à cette période de frai. Exemple, au niveau de la perche chaude. La perche chaude, justement, quand les eaux sont hautes, elle va aller pondre dans les herbiers. Alors, si l'eau est trop basse, bien, ils ne pourront pas rejoindre ces herbiers-là. Alors, ça fait en sorte que la pondaison, justement, va être affectée en ce sens-là. Oui. Et là, le gouvernement a lancé un nouveau guide d'élaboration pour un plan climat. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails là-dessus? Bien, effectivement, puis je pense que c'est de bon augure. Ça démontre à quelque part qu'on prend réellement au sérieux les changements climatiques et qu'on doit rendre nos villes plus résilientes. Alors, le gouvernement du Québec, par le biais du ministère de l'Environnement, offre éventuellement aux municipalités de faire un plan climat avec la MRC, un plan, dans le fond, qui répondra à l'ensemble des besoins. Et lorsque le plan sera approuvé, éventuellement découlera un plan d'action qui sera également subventionné pour les municipalités. Alors, le but en matière de changement climatique, il y a toute la gestion de l'eau, les eaux pluviales, de plus en plus, je pense que c'est un bel exemple. Comme je disais tantôt, les pluies sont souvent plus abondantes dans un plus laps court de temps. Les réseaux ne sont pas aptes à tout absorber l'eau. Alors, il faudra rendre, dans le fond, nos villes aussi plus éponges, d'une certaine façon, pour faire en sorte que cette eau-là, justement, puisse être absorbée et ne vienne pas gonfler inutilement les réseaux d'égouts, d'une certaine façon, qui créent des surverses, parce que les fameuses surverses qu'on a dans la rivière par les usines d'épuration sont causées par ces surplus-là dans les municipalités qui ont encore un réseau combiné, c'est-à-dire que le réseau pluvial et le réseau sanitaire sont dans le même tuyau. Alors, ça fait en sorte que ça vient, pas amener un surplus d'eau qui n'est absolument pas nécessaire, que l'usine d'épuration ne peut pas absorber. Alors, c'est ce qui fait qu'on rouvre la valve et on envoie l'eau à la rivière d'une certaine façon pour éviter les bris mécaniques aussi à l'usine d'épuration. Alors, en ce sens-là, bien, ça va permettre aux municipalités de déterminer aussi des objectifs puis mettre des stratégies en place pour être de plus en plus résilientes et être capables de faire face éventuellement au changement climatique.
Parce que ça a aussi une incidence sur les plans de mesure d'urgence, d'une certaine façon, parce que des sécheresses, etc., ou des coups de chaleur, ça fait en sorte que les villes ont souvent réagi. Il y a des populations, d'une certaine façon, qui sont plus fragiles. Alors, en ce sens-là, le plan climat va venir donner toute une stratégie pour y faire face. Oui, totalement. Merci, M. Lapointe, de nous avoir éclairé sur ces nouveaux enjeux. Merci. Alors qu'on soulignait la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier, après la pause, on reçoit notre chroniqueuse Audrey Schenck en studio pour discuter des enjeux liés à la place des femmes dans le milieu des technologies. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Le 8 mars dernier, on soulignait la Journée internationale des droits des femmes et aujourd'hui, on est avec Mme Audrey Schenck, technicienne en informatique. Bonjour. Allô, Andréane. Et habituellement, quand on se rencontre, c'est pour discuter de différents enjeux par rapport aux technologies, mais aujourd'hui, on va parler des enjeux liés au fait d'être une femme dans un monde typiquement masculin. Absolument. Et ça a ressemblé à quoi pour vous le parcours jusqu'à aujourd'hui? Vous avez votre propre entreprise florissante, mais quels ont été peut-être des préjugés auxquels vous avez fait face dans votre carrière? En fait, ça fait bientôt 17 ans, Andréane, que je suis dans le domaine des technologies de l'information. Puis on ne se cachera pas, là, il y a eu des pas de géant là, par rapport à la condition féminine. Néanmoins, on dirait qu'il y a toujours les mêmes petites grenailles qui restent au fil du temps. De dire, par exemple, quand on parle de réparation d'ordinateurs, réparation de matériel, bien, je veux voir un technicien, puis quand une femme se présente, elle ne sera pas en mesure de réparer mon ordinateur. Fait que, encore là, je pense pas que ce soit une question de genre, c'est plus une question de compétence, mais homme, femme ou tout autre genre, rendu là, si la personne a les études et les compétences nécessaires, je vois pas le problème. Oui, puis vous l'avez dit, on parle souvent d'un technicien, donc ça fait partie aussi de nos habitudes, de notre manière de parler. Mais pourquoi pensez-vous qu'il y a si peu de femmes encore aujourd'hui dans ce milieu-là? Je pense qu'il y a un paquet de facteurs qui sont possibles et qui peut être propre à chaque personne, à chaque femme aussi. Ça peut être une question d'intérêt. Peut-être que plusieurs femmes ou des femmes ne sont pas intéressées par la technologie, tout simplement. Il y a le fait aussi, puis moi je l'ai vu à travers ma carrière, qu'il faut travailler encore plus fort, se battre, faire sa place et faire un peu son nom pour se démarquer puis avoir un peu une forme de respect, en fait. Il y a ces différentes choses-là, puis il y a beaucoup aussi, malheureusement, le côté intimidation. Donc, des fois, on nous dit des choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne veut peut-être pas aller dans le domaine ou des fois qu'on a même peur d'émettre notre opinion. Donc, autant ça peut être d'un point de vue, justement, émotionnel, psychologique, que ça peut être d'un point de vue, bien, ça se peut que les femmes n'aient pas beaucoup d'intérêt par rapport à cette science-là. Oui. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le milieu des technologies de l'information? En fait, si j'essaie de faire une histoire courte, même si je parle beaucoup dans la vie, j'ai eu mon premier ordinateur à 6 ans. Donc, j'ai commencé avec des vieilles technologies comme du DOS, du Windows 3.1. Puis, Andréane, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, mais quand j'ai commencé à pitonner, à jouer avec la souris, à faire les tutoriels, je me suis dit, c'est là-dedans que je veux m'en aller, mais je ne savais pas exactement. Puis, au fil du temps, je t'avouerais que ce que je constate, c'est que j'aime beaucoup allier le côté technique de la chose, de l'informatique, de la cybersécurité, mais aussi avec le côté humain. Parce que moi, puis plusieurs collègues aussi, si on nous met juste derrière un écran à faire nos choses et tout ça, il manque encore un besoin qui n'est pas répondu. Donc, d'allier, oui, la machinerie, oui, la sécurité, oui, la science derrière ça, mais de pouvoir aussi aider les gens derrière ça. Puis, selon vous, est-ce qu'il y a peut-être un apport
différent d'être une femme dans ce milieu-là, d'un point de vue service, le côté humain, comme vous l'avez mentionné? Est-ce que vous voyez une différence? Absolument. Bien, puis encore là, le but n'est pas de dire les femmes sont ci, les hommes sont ça. Souvent, dans beaucoup de cas, les femmes ont un côté émotionnel, une intelligence émotionnelle très développée. Fait que surtout quand on tombe en service à la clientèle ou en soutien avec des gens qui ont des problèmes informatiques, bien, ça a vraiment son avantage parce qu'on arrive peut-être un petit peu plus facilement à apaiser ces gens-là puis à les rassurer. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que vous diriez à des femmes qui peut-être, des jeunes femmes là, qui sont peut-être au cégep, qui vont décider de leur programme universitaire sous peu, comment les convaincre de dire oui, les technologies de l'information, ça peut fonctionner pour vous? Absolument. Bien, je pourrais dire que j'en suis la preuve, mais je ne suis pas là pour me prendre pour une autre ou quoi que ce soit. Mais justement, avec l'apport que les femmes peuvent amener, puis quand on est passionné de quelque chose, là, peu importe qu'on soit une femme, un homme, tout autre genre, que ce soit la coiffure, l'informatique et tout ça, souvent, c'est juste de faire sa place puis de mettre les efforts pour. Donc, de continuer de faire des formations, de se renseigner ici et là, puis surtout d'être dans le concret, parce que dans le domaine où on est, je veux dire, c'est correct d'avoir la théorie et tout ça, mais c'est souvent quand on se met à l'appliquer que tout change. Oui, donc merci d'avoir souligné ces différents enjeux-là, puis d'avoir démontré aussi que c'est possible de s'épanouir dans le domaine des dans le domaine des technologies de l'information quand on est une femme. Merci beaucoup, Madame Schenk. Merci, Andrea. À bientôt. Ce sont plus de 90 élèves de Belleuil qui ont participé à la création d'un tout nouveau jeu de société. Et on est avec Madame Nadine Viault, mairesse de Belleuil, pour nous en parler. Bonjour. Oui! Ah, quel beau projet! Je suis emballée de la participation de nos jeunes dans ce beau projet-là. Et en quoi ça consiste exactement? Ou en fait, d'où vient d'abord l'initiative de cette création de jeu de société? Il y avait un appel de subvention dans le cadre de Fou du français par l'Union des municipalités du Québec. Donc, on pouvait déposer des projets subventionnés. La Ville de Belleuil a déposé son projet pour inventer un jeu de société avec nos enfants, mais avec les outils du Media Lab de la bibliothèque. Donc, super intéressant. On a été reçus dans la subvention et ça en est suivi beaucoup de travail. On a collaboré avec l'artiste, BDiste, illustrateur Alex S. Girard. Oui. Puis on est rentré un peu dans son monde pour essayer de créer un peu la genèse de ce jeu de société-là. Et on a invité donc une double classe de l'École au cœur des mondes de 6e année et 2 classes de 5e année de l'École Tournesol qui ont participé à des ateliers. Alors là, les jeunes ont pu dessiner des pions. Donc, ils faisaient des dessins sur des modèles de pions qu'ils aimeraient pour le jeu de société, qui ont été magnifiés par la suite par notre super artiste en résidence pour le projet. Vraiment chouette. On a fait du modelage 3D, l'impression 3D, pour monter plusieurs pièces du jeu également. Donc, c'est les jeunes qui ont travaillé un peu tout ça. Il y a eu de la programmation aussi informatique. Donc, les jeunes ont réussi à s'initier à la programmation informatique parce qu'on a fait un dé virtuel avec ça. Et découpe laser, on a fait la planche à dessin. J'en parle, j'ai la chair de poule. Et le jeu est magnifique. Les jeunes étaient tellement fiers de leur réalisation. On est allé il y a quelques jours là, dans les 2 écoles leur présenter leur jeu. Wow. Je disais en première mondiale. Mais donc, chaque école a son jeu complet, fait sur mesure, à Belleuil. On peut en voir un modèle à la bibliothèque. Donc, les gens qui sont intéressés à voir comment est-ce que ça s'est fait et tout ça, il va y avoir la possibilité là, d'aller toucher les objets, voir comment on a fonctionné. Et comment il s'appelle, ce jeu-là? Le jeu Ballon-Baston. Ballon-Baston. Oui. Alors, c'est un mélange de plein de jeux. Il y a beaucoup de règles, en fait, là. Nos artistes qui ont travaillé fort se sont donnés là, dans les règles. Ça ressemble un peu à un jeu de table de soccer, là, avec des stratégies d'attaque, d'avance. Vraiment très intéressant. Et puis, voilà, on va pouvoir trouver en ligne aussi. Donc, les jeunes qui ont fait le projet vont pouvoir s'imprimer les règles, pouvoir même reconfigurer, dans le fond, un jeu peut-être avec du matériel à la maison qui pourrait s'inventer là, à partir de tout ce qu'on va retrouver en ligne là, pour
pour les aider à ce niveau-là. Donc, super intéressant. Puis derrière le panneau de jeu, on a gravé l'ensemble des noms des jeunes qui ont contribué à la création. Ils étaient tellement heureux de retrouver leur nom directement sur le jeu. C'était magnifique. Oui, ça ressemblait à quoi les échanges que vous avez eus avec eux les derniers jours quand vous êtes allés les visiter en classe? Bien, en fait, de passer d'une conception théorique à un jeu pratique, c'est tellement beau. Puis de voir la réaction des jeunes qui retrouvaient leur dessin. Par exemple, « Hey, c'est moi qui ai fait ce pion-là. » Puis il était content de me le montrer, puis il était fier. Il y en a un qui m'a demandé, est-ce qu'on va retrouver notre jeu à l'international? Est-ce qu'on va avoir des droits d'auteur? Là, on voit déjà des entrepreneurs dans les classes de 6e. Donc, c'est magnifique, en fait. Là, il était tellement fier de voir que tout le monde ensemble avait réussi à construire ce jeu-là. C'est difficile à décrire. C'est un peu comme la chaise des générations qu'on a reçue l'année dernière, encore là, par plusieurs classes qui ont travaillé sur un objet, qui nous ont remis, de voir cet objet-là final, alors que chacun a contribué à la hauteur d'un petit geste. Oui. Bien là, quand on voit la vue d'ensemble, là, ça impressionne. C'est vraiment beau. Oui. Les beaux yeux, là, les sourires, c'est magnifique. Oui, puis on voit l'enthousiasme aussi dans vos yeux. Donc, Ballon Baston, un jeu de société créé par les élèves de Belleuil à découvrir, si les gens sont curieux, peuvent se rendre à la bibliothèque. J'espère même qu'il y ait une deuxième phase à ça, puis qu'on puisse faire un tournoi entre les écoles, qui sait, à suivre. Merci, Mme Villot. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. On vous invite à vous inscrire sur notre plateforme tvr9endirect.com pour avoir accès à une foule de contenus d'informations, particulièrement dans le dossier Nordvolt, dont la séance publique qui s'est tenue à McMasterville le 28 février dernier. Notre équipe s'est d'ailleurs affairée cette semaine à bonifier les contenus disponibles sur la plateforme. C'est gratuit et ça vaut une visite. Sur ce, bonne semaine à tous. Un hymne à la diversité, à la poésie des mots, à la chaleur des accents. Jour où les frontières s'effacent, où les cœurs se rejoignent dans une même langue, dans un même élan d'amour et de partage. Le français, c'est la langue des émotions, des rêves, des histoires qui nous lient les uns aux autres. Le 20 mars, célébrons ensemble la magie de la francophonie. Bonne journée internationale de la francophonie. Un message d'Impératif français.